Et je vais pas rester seul chez moi à attendre de mourir en fait. Donc pour moi c'était le refus. Je me suis dit non, ça peut pas se passer comme ça. Et donc là j'ai basculé en mode action à partir de ce moment-là en fait. En janvier 2023, tout bascule pour Charles Delobel, directeur marketing chez Orange. Alors qu'il est hospitalisé pour des douleurs abdominales intenses, les médecins découvrent des ganglions inhabituels. Après un scanner, le verdict tombe. C'est probablement un lymphome. S'enchaînent 4 mois d'examen et le verdict tombe. C'est un cancer de primitif inconnu. Un cancer rare, grave, qui touche 7000 personnes par an et en France, et dont l'origine exacte reste encore inconnue. C'est la catastrophe, mais le pire reste à venir. On lui annonce que la maladie est incurable, une double peine difficile à accepter. Cependant, il reste un espoir, un souffle d'espoir. Bienvenue dans Un genou à terre, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font face à l'adversité, qui ont trouvé la force d'avancer, de créer et d'inspirer les autres. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, Charles Delobel. Bonjour Charles. Salut Laurent. Bon Charles, je suis vraiment honoré de te rencontrer. On se connaît pas, vraisemblablement. On s'est rencontrés en fait il y a peu de temps lors d'une soirée de remise de trophées auprès de la French Tech de Lille. Et tu as témoigné en fait pour mettre en avant l'association dont tu vas nous parler. Et j'ai évidemment été très touché en fait par ton histoire. Je t'ai contacté. Tu as accepté de venir témoigner en fait, puisque au fond, tu incarnes aussi au mieux ce qu'on peut appeler la résilience. Et donc pour ça, rien que déjà, merci. Charles, ce que je te propose avant toute chose, c'est d'en savoir un peu plus sur toi avant cette date fatidique de janvier 2023. Qui étais-tu et ce que tu faisais à l'époque? Ok, déjà merci pour l'invitation Laurent. Avant la maladie, voilà, j'étais cadre dans une grande entreprise que tu as citée dans les Hauts-de-France. Papa de 2 enfants, toujours un papa de 2 enfants, marié avec une femme super. Et puis j'avais une vie, j'allais dire, plutôt bien remplie et bien rodée, heureuse. J'ai toujours fait beaucoup de choses à droite à gauche, mais voilà, j'étais plutôt satisfait de ma vie, quoi. Musicien dans l'âme ou pas? Ouais, musicien. Musicien, en tout cas, passionné de musique et un peu musicien, mais je me considère pas comme un grand musicien. Ouais, mais enfin passionné, quoi. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Et d'ailleurs, on y reviendra parce que c'est un peu aussi le fil quelque part de l'association que tu as créée en lien avec ce que tu vas nous évoquer. Alors, janvier 2023, donc on peut considérer ça comme le basculement. Tout bascule. À quel moment tu as senti qu'il y a un truc qui allait pas? À partir du moment où j'ai ressenti des douleurs en fait abdominales intenses, mais vraiment sérieuses, qui m'ont obligé d'aller aux urgences en fait à l'hôpital. Et donc j'ai fait des examens et effectivement j'ai vu tout de suite aux mines des médecins qu'il y avait un truc qui clochait. Et on m'a dit vous avez des ganglions un peu suspects dans votre abdomen, donc on va faire des examens un peu plus poussés. Et assez rapidement, on m'a dit, effectivement, comme tu l'as introduit dans le sujet, on pense que c'est un lymphome. Donc, on m'a pas donné le mot cancer. Alors, moi, lymphome, tu dis bon. J'avais déjà entendu parler d'un lymphome, mais donc là, j'ai fait reformuler le docteur en disant, un lymphome, c'est un cancer. Et il m'a dit, ouais, c'est un cancer des ganglions. J'ai dit, ok. Donc là, boum, premier mot est tombé. Premier choc. Et puis, pour être sûr que ce soit bien un lymphome, on a dû faire des examens, des biopsies, etc. Ces fameux 4 mois, là, c'est ça? Ouais. Donc ça a duré 4 mois, ce qui est hyper long. Tu m'étonnes. Chaque examen, tu te sens un peu fébrile. Et puis, 4 mois après, effectivement, le coup près tombe. Et là, c'était la stupéfaction, puisqu'on m'annonce que j'ai certes un cancer, mais qu'en plus, c'est un cancer, ce qu'on appelle un cancer de primitif inconnu. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé la tumeur initiale, le foyer initial du départ du cancer. Donc, j'ai des métastases. Donc, ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Ça veut dire que le stade est très avancé. Mais on est incapable de... On ne sait pas d'où ça vient, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. On ne sait pas dire si ça vient du foie, je sais pas, des reins, des poumons. Enfin, comme souvent quand on a un cancer, quoi. Donc, moi, je pensais même pas que c'était possible, que ça existe, cette maladie. Et donc là, ça a été effectivement un gros choc. Comment parce que du coup, j'imagine que, effectivement, non confronté à ce genre de sujet à l'époque, tu te dis, en fait, vous allez me faire une chimio et j'imagine qu'on va rentrer dans un protocole où les choses vont se régler. Mais ce que je comprends là dans ce que tu dis, globalement, c'est que il est nécessaire de savoir d'où part le cancer, c'est ça, pour pouvoir traiter en fait directement le sujet à ce moment-là, et puis ensuite que ça vienne peut-être irradier, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, le soigner. Et là, pour le coup, comme on n'a pas la source, exact.
ben, en gros, on doit soigner l'ensemble du corps sans savoir où ça tape, c'est ça? C'est exactement ça, Laurent. En fait, on appelle ça une chimiothérapie à large spectre dans le milieu médical. Ça veut dire qu'on va taper de manière très généraliste, puisqu'on sait pas d'où ça vient, sans savoir si ça va marcher. Et effectivement, je comprends que c'est incurable. Ouais. Donc, je comprends que je suis vraiment dans la merde, quoi. Mais que, au mieux, on pourrait contenir la maladie. C'est-à-dire, il y a déjà des métastases. L'idée, c'est que j'en fasse pas d'autres. Et qu'on arrive à contenir déjà, ce serait déjà pas mal. Ouais, évidemment, pour moi, c'est hyper insuffisant. Mais donc, cette difficulté, tu l'as compris, c'est que c'est un cancer où il n'y a pas de traitement ciblé, il n'y a pas de thérapie ciblée. Et donc, globalement, on t'explique qu'au mieux, on va contenir cette maladie, que ça concerne 7000 cas par an en France, que c'est très grave, c'est incurable et qu'il n'y a pas de traitement, quoi. Tu te dis, waouh, c'est un peu... Et face à ça, j'imagine qu'on se sent un peu seul face à cette situation-là. Comment tu vis la chose? Souvent, il y a des annonces qui peuvent nous glacer, qui peuvent nous liquéfier. J'imagine que tu es passé par cet élément-là. T'as là, non pas un, mais peut-être 2 genoux à terre. Comment tu te relèves, avec qui? Comment tu vis ce moment-là, là? Très, très compliqué, évidemment. La première fois qu'on me parle de lymphome, donc déjà là t'as le genou à terre, ça c'est clair. Donc avec la famille, on en discute et on se dit qu'on va se battre puisqu'un lymphome ça se soigne. Ouais. Sauf qu'après on te explique que c'est pas un lymphome, mais qu'en fait on sait pas ce que c'est, que c'est un cancer, mais on sait pas le soigner. Donc là effectivement t'as le deuxième genou. Donc je suis passé par plusieurs stades et ma famille aussi. C'est la peur, la stupéfaction, l'injustice. Et assez vite, la colère, en fait, en me disant, mais je vais pas rester seul chez moi à attendre, de mourir, en fait. De mourir, ouais. C'est le terme, en fait, ouais. C'est ça. Donc, pour moi, c'était le refus. Je me suis dit, non, ça peut pas se passer comme ça. Et donc, là, j'ai basculé en mode action à partir de ce moment-là, en fait. Alors, temporellement, je serais pas te l'expliquer, mais je m'en rappelle plus, mais globalement ça s'est fait assez vite, c'est-à-dire je pense que tous ces passages d'émotions différents là, je pense que je l'ai dû en un mois et demi, j'ai géré quoi. Je suis passé vite en mode survie quoi. Parce que là globalement tu fais connaissance avec un nouveau Charles ou pas? C'est-à-dire que face à ça, est-ce que tu te vois toi-même réagir différemment et te découvrir finalement des choses que tu n'avais pas développées auparavant, un état d'esprit, un caractère, des réactions. Est-ce que tu rencontres un nouveau Charles à ce moment-là ou pas? Pas aussi flagrant que ça, mais avec la durée, oui. J'ai toujours été, je pense, quelqu'un d'assez combatif et tenace. Ouais. Mais je pensais pas que j'allais pouvoir enclencher tant de ferveur. On parlera de l'association après, mais tant d'actions et là je me découvre, mais j'allais dire quasiment au fil des jours, c'est-à-dire et puis surtout ce qu'on me renvoie, en fait, ce qu'on me dit, parce que moi j'ai pas toujours conscience de ça et souvent les gens me disent mais attends c'est un truc de fou, c'est incroyable. Donc là oui je découvre un nouveau Charles, surtout par le regard et les mots des autres en fait. Et ça j'imagine que ça contribue aussi à soulager un petit peu, en tout cas faire du bien, réconforter. Le regard de tes enfants et le regard de ton épouse, j'imagine aussi qu'ils sont à la fois dans la compassion mais dans l'engagement avec toi. Est-ce que tu dois leur apporter encore plus de force qu'ils n'ont parce que pour eux aussi c'est pas simple. Comment t'arrives à gérer ce quotidien là? Bon, franchement, tu l'as dit, c'est pas simple. Ouais. J'arrive à le gérer. Alors, franchement, j'ai beaucoup de chance dans mon malheur. J'ai une femme extra. Qui encaisse beaucoup, qui est beaucoup avec moi. Les enfants extra aussi. C'est toujours un peu... Et au-delà de mon cas personnel, en fait, j'ai voulu donc aider la recherche pour tous les autres malades comme moi, parce que les 7000, ils sont tous comme moi, quoi, par an. C'est 7000 nouveaux cas. Ouais, par an, ouais, c'est énorme. Donc quand je fais un peu de musique, tu vois, c'est comme si le Zénith... de Lille qu'on connaît, je sais même pas si c'est 7000. C'est 6000, je crois. 6000. Ouais. C'est comme si chaque année, 6000 personnes étaient atteintes de cette maladie incurable, quoi. Et je me suis dit, mais attends, c'est beaucoup trop. Et donc, voilà. Il y a un personnage aussi qui est, je sais pas s'il est central, en tout cas, qui est important. C'est le Dr. Watson, c'est ça?
qui finalement, au sein de l'Institut Curie, s'occupe particulièrement des maladies, des cancers incurables, qui a été aussi sensibilisé forcément par son métier à ton histoire, et vous avez créé un lien très fort justement à travers l'Institut Curie, toi et ton association. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ouais, carrément. En fait, je partais en vacances avec ma femme, je me souviens, en Bretagne, juste avant de commencer la chimio. Et là, tu vois, tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, tu me disais, est-ce que tu découvres un nouveau Charles? Peut-être il y a un truc. J'étais pas très sensible aux signes que la vie peut t'apporter. Et là, de plus en plus, je me dis, il y a quand même des hasards assez particuliers. Je suis en voiture, je vais en Bretagne et j'entends à la radio Sarah Watson, donc ce docteur, qui parle des cancers de primitifs inconnus. Donc là, moi, ça faisait quelques jours qu'on venait de m'expliquer que j'étais malade de ça. Et je me dis, waouh, il y a quelqu'un qui parle de ça. donc là, en fait, j'arrive en Bretagne, je me gare, pose les valises et de manière très basique, j'appelle le standard de l'Institut Curie de Paris. En disant, voilà, je viens d'entendre ce docteur à la radio, je vais absolument lui parler. Et évidemment, on me l'a pas passé, mais on m'a dit, écoutez, c'est votre oncologue, votre médecin qui doit prendre contact avec elle. Qui doit faire le lien. Elle l'a fait. Un courrier est parti. On s'est écrit. On s'est appelé. On a fait des visios. Et effectivement, en fait, Sarah Watson est une chercheuse oncologue à l'Institut Curie de Paris qui s'est spécialisée sur les cancers rares et incurables, dont le cancer primitif inconnu. Et là, c'est, encore une fois, dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. C'est vraiment quelqu'un de, je sais pas comment on l'a décrit. Incroyable, humainement incroyable, et qui est complètement passionné par son métier, et qui s'est fait fort de percer le mystère de cette maladie, en fait. Du coup, est-ce que c'est l'association finalement de passionnés, une passionnée d'un côté, puis quelqu'un qui a de l'énergie, toi, entre autres, à vouloir. Est-ce que c'est la rencontre finalement de deux causes qui main dans la main vont aller tenter d'aller chercher une solution? C'est un peu ça? Ouais, c'est un peu ça. Et enfin, c'est pas un peu, c'est très ça. Et en fait, moi j'ai compris qu'elle avait quand on discutait, elle me disait voilà, il n'existe pas d'association pour les malades, etc. Et je dis ok, moi je vais la faire. Elle me dit avec plaisir. Donc et je lui dis est-ce que tu voudrais être marraine? On s'est tutoyé assez vite. Elle me dit avec plaisir. Donc marraine de l'association, j'ai créé l'association, je fais de la musique. Je me suis dit, tiens, on va faire des concerts caritatifs rock et on va financer tes travaux, Sarah. Et elle dit, waouh, génial. Et en fait, on est parti comme ça. Donc elle est super, elle est contente, c'est pas le mot, mais elle est tellement ravie qu'il y ait quelqu'un qui ait pris le sujet aussi en tant que patient et de monter une association, de mettre un peu de lumière sur ses travaux et de financer surtout ses travaux pour avancer beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Et donc, c'est un cercle vertueux qui s'est mis en place et avec l'association, avec Curie et puis Sarah et moi, quoi. Parce que créer une association, c'est pas si facile que ça, surtout quand on lui donnait une dimension comme celle que tu lui as apportée. Tu t'es entouré, comment t'as fait? Enfin, je veux dire, tu t'es libéré de toute contrainte et t'y allais à fond? Ouais, je suis allé à fond, je me suis pas vraiment posé de questions. Et c'est pas plus mal. Ouais. Et encore une fois, je suis hyper entouré, donc j'ai une bande d'une dizaine d'amis là. D'ailleurs, il y a ma cousine, il y a aussi de la famille autour de moi. Et tous, ils m'ont dit, écoute, nous, on est avec toi, donc si tu veux qu'on t'aide, on sait pas comment t'aider, on voudrait faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis un jour, j'ai créé un groupe WhatsApp, parce qu'ils m'avaient tous dit ça individuellement, et je leur ai dit, ils se connaissaient pas tous, hein. Et je leur ai dit, voilà, les gars, si vous êtes là, c'est qu'en fait, vous avez tous manifesté le besoin de m'aider. Et donc, si vous êtes OK, on va créer cette association ensemble, et on va organiser des concerts caritatifs, et on va financer la recherche. Et ils m'ont tous dit, waouh, on y va. C'est maintenant. Ouais, donc ils étaient hyper emballés, et ça fait plus d'un an, Et à l'heure où on se parle, ils sont toujours aussi emballés que ça, quoi. Donc c'est génial. Et alors, à tel point que l'association, donc, elle a pour objectif de récolter des fonds au bout du bout. Ces fonds sont redistribués donc à l'Institut Curie, c'est ça, hein. Et l'association est devenue la première association donatrice auprès de l'Institut Curie. C'est quand même dingue. Ouais, c'est dingue. Je l'ai appris en fait en séminaire, on va dire national des oncologues qui travaillent sur les cancers primitifs inconnus, puisque Sarah Watson m'a invité. Et là, on a compris qu'en fait, on était devenu le premier financeur de Curie sur cette maladie. Et j'ai appris la semaine dernière, puisque j'ai eu le plaisir d'être accueilli par le président de Curie, et qui m'a dit non, mais au-delà d'être le premier financeur du cancer primitif inconnu, Rock for Life
est l'association de toutes les autres associations de tous les autres cancers en 2024 qui a ramené le plus d'argent. Ah oui. Là, je me dis, ah ouais, là, on a la classe. Là, on a fait fort. Ah oui, pas mal. Ouais. Alors, ce qui est assez rigolo dans l'histoire, c'est que il y a quand même deux stars là. Axel Bauer et puis Norbert Krief, hein, c'est ça? Norbert Krief. Qui en fait, pour les plus jeunes qui connaissent pas, en fait, le chanteur d'Antisocial, enfin de Trust. C'est Antisocial. Guitariste et cofondateur du groupe Trust. C'est ça. Du morceau fameux Antisocial, ouais. Et aussi, et j'allais dire, et surtout, guitariste de Johnny Hallyday pendant une dizaine d'années. Enfin, c'est une pointure dans. C'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Ouais. C'est du lourd. Et ils ont fait comment? Tu les as intégrés dans WhatsApp, ils ont entendu parler de toi. Genre, le truc est fort quand même, c'est génial. Ouais, là aussi encore des signes comme ça, tu vois, qui en fait, cette aventure, elle m'a permis aussi de concrétiser tout. Tu sais, quand on fait dans le travail, on a beaucoup de connexions de travail, LinkedIn, etc., la French Tech. Partout. Et en fait, quand tu crées ce genre d'association, là, tu te rends compte vraiment de la puissance du réseau. Okay. En fait, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Et là, il se trouve que pour Norbert, c'était une connaissance commune, que moi, je savais pas. Hein. Et en fait, un jour, j'étais en vacances et un de mes potes, Fabrice, fait un déjeuner avec Norbert et il fait une petite vidéo avec Norbert que je connaissais évidemment en tant que musicien, mais que j'avais jamais rencontré. Et puis, je vois Norbert qui s'adresse à moi sur la vidéo en disant « Charles, ça m'intéresse ton projet et dans 2 mois, je suis avec toi sur scène. » Waouh, je me suis dit « Waouh !» Vous êtes sûr? Donc, ça a démarré avec Norbert, que je remercierai vraiment jamais. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Je veux dire, au-delà de son talent de guitariste, c'est vraiment, humainement, c'est un mec super. C'est l'esprit rock, en fait, en vrai. Ouais, c'est l'esprit rock. Non, mais c'est vrai, c'est l'esprit rock. Ouais. Ils sont hyper solidaires. Et puis, voilà, en discutant avec Norbert, à un moment donné, on avait quand même 6-7 mois d'ancienneté dans les événements de concert rock, etc. Et puis, Norbert est assez lucide et il m'a dit, tu sais, je suis pas hyper connu du grand public. Si on veut monter d'un cran, côté Rock for Life, sortir des Hauts-de-France, il faut quelqu'un qu'on connaisse, quoi. Et je dis, bah ouais, je suis bien d'accord. Mais qui? Et donc, en discutant avec Nono, on l'appelle Nono, pour les intimes, familièrement, il me dit, écoute, moi, je connais super bien Axel Bauer. Et moi, alors, avant de le rencontrer Axel Bauer, j'écoutais déjà Axel. Ah oui. Quel âge t'as? Moi, j'ai 52 ans. Et donc j'aimais, enfin au-delà de ces grands titres qu'on connaît tous, Éteins la lumière, Cargo, etc. À ma place avec Zazie, j'écoutais déjà ses albums. Et donc quand il m'a dit je connais Axel Bauer, je me suis dit nom de Dieu. Nom de Dieu. Donc je dis bah oui banco. Donc il m'a dit écoute fais le taf tout seul, écris-lui de ma part. Et j'appuie. Ah oui de ta part. Et en fait Axel il m'a répondu du tac au tac et il m'a appelé 2 jours après un dimanche soir pour me dire écoute ça me touche. Je suis prêt à faire un bout de chemin avec toi et si tu veux, je peux même venir jouer dans 15 jours avec toi. Génial. Donc j'ai halluciné. Donc dans 15 jours avec toi, c'était à quelle période ça Ça c'était au mois de décembre, c'est récent hein, c'était décembre 2024. Ouais. OK. Ouais. Donc décembre 2024, premier concert avec Axel. Avec Axel, ouais. Nous on a démarré nos concerts en juin 2024 avec Norbert et on en a fait 3 ou 4. Et là, explique un petit peu, ça se passe où, comment tu fais, combien il y a de personnes, parce que j'imagine que ton expérience en plus au sein de chez Orange t'a peut-être aussi un petit peu aidé à avoir des leviers un peu marketing, communication. Oui, dans la com, ouais. Voilà, dans la com, ouais. Oui, par contre, au niveau contact musique, non, mais dans la bande, il y a aussi des gens qui sont dans la musique. Et donc, moi, je fais partie d'un petit groupe et je répète, notamment au Black Lab, qui est une salle assez rock metal à Wascal. Je connais pas. Je suis désolé. C'est vrai, tu connais pas? Non. Faut absolument que tu viennes. Bah, écoute, oui. Le 14 juin, on refait un concert. D'accord. 2023. Très bien. Là-bas. Et donc, voilà, c'est tout un environnement, tu vois. Encore une fois, ce milieu de rock se connaît un peu. Et donc, du rebond en rebond, chez une autre salle. Et en fait, les gens, ils sont hyper généreux. Souvent, ils t'offrent les salles. Ils font le maximum. J'ai des contacts avec l'aéronef, avec le Sébastopol. Et en fait, ils ont compris que c'était pour la bonne cause. Et ce qui est ouf, c'est que chaque concert qu'on a fait, c'est plein. Et alors, c'est pas des salles, c'est pas l'Olympia ou le Zénith, hein. Non, mais attends, moi je dis souvent, imagine-toi 600 personnes devant toi, 1000 personnes devant toi, c'est considérable quand même. Ouais. C'est énorme. Et donc voilà, ça nous a encore plus motivés. Et à chaque fois, on a à peu près 600 places qui sont vendues. Et à chaque fois, on remet toute la billetterie dans les équipes à Sarah Watson. Ok, qui doit être très contente, j'imagine, pour faire avancer aussi un peu. Ouais, donc 145 000 € en 8 mois, on a récolté là. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Comment tu expliques cet engouement là pour Rock for Life
Les gens le découvrent comment? Est-ce qu'ils adhèrent avant tout à la cause, à la musique, aux deux? Enfin, comment tu expliques tout ça? Parce qu'on pourrait faire un léger parallèle avec les Enfoirés, où tu vois, il y a une cause aussi, et on y va aussi pour acheter le CD, tout là. Est-ce que finalement il y a un parallèle qui peut être à peu près similaire? Franchement, au début, j'en avais pas conscience. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que le premier concert qu'on a fait au Black Lab, au mois de juin 2024, il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Ah ouais. Et moi, j'étais à 10 000 lieues de dire, attends, les Enfoirés, c'est quand même le truc. Mais ouais, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que les gens se réunissent pour une cause, ils font la fête. Parce que c'est très gai. Enfin, je veux dire, moi, l'idée, c'est pas de plomber le moral. Au contraire. Au contraire. Sinon, les gens ne reviendraient pas, en fait. Exactement. T'es obligé de, Donc, quand tu viens à un concert Rock for Life, tu es sûr de t'amuser. Si t'aimes bien la musique, tu vas prendre ton pied, parce qu'il y a quand même des bons groupes régionaux, et puis on a des Axel Bauer et des Norbert. On a des tueurs en guitare, et pas que. Et donc, tu passes un bon moment, et c'est familial, en fait. Et, donc, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que les gens, ils sont contents de revenir, en fait, parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment, et ils savent surtout à quoi ça sert quand ils mettent 15 balles ou 20 balles pour la place. Ils savent très bien là où que ça finance la recherche pour cette maladie. En fait, là, on parle un peu de traçabilité et finalement de sens qu'on donne à une action et l'argent qu'on positionne dans un endroit pour justement répondre à une cause. Prochain événement, donc tu parlais du Black Lab, c'est ça, à Wascal. Ça, c'est le prochain concert? Ça, c'est pas le prochain concert. Le prochain, c'est quand alors du coup? Le prochain, c'est le 26 avril au Golfe de Bondu. Ok. Alors là, c'est pareil, tu vois, le Golfe de Bondu. Alors moi, je suis pas golfeur du tout, donc par contact, en fait, on a eu contact donc avec le patron du golf, Anton, que je salue ici. Et c'est pareil. Il nous ouvre le golf, tu vois, qui est assez. Le golf, c'est un peu chicos et il m'a dit, viens dépoussiérer cet endroit. Avec plaisir. Et donc il y aura une compétition caritative au profit de Rock for Life toute la journée. Et le soir, on va finir par un concert rock avec Norbert d'ailleurs. Et voilà, on va faire la fête pour la bonne cause. Et ça, c'est le 26 avril. Et au mois de juin 14, on fera les 1 an en fait de notre premier concert. On va fêter notre anniversaire, tu vois, de Rock for Life au Black Lab. Il faudra que tu viennes. Avec plaisir. Je connais pas cet endroit. Et puis je découvre l'association, donc c'est plutôt intéressant de voir un peu l'état d'esprit qui y règne. Et j'ai l'impression que c'est un état d'esprit un peu rock. Et ça, c'est plutôt cool. Quel regard quand même tu as de l'avenir? Comment t'arrives à te projeter finalement tous les jours sur un avenir qui est le tien et qui est du coup vraisemblablement différent de quelqu'un qui n'est pas atteint par la maladie? C'est pas facile tous les jours. Ton podcast s'appelle Un genou à terre. Je crois que, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est en fait dans cette maladie au sens large, le cancer, c'est compliqué, mais en particulier ce cancer-là, en fait, régulièrement je mets un genou à terre, je remets un deuxième, je relève un. Donc en fait, il faut durer. Et je crois que le plus dur à gérer, c'est la durée en fait. La durée, et le quotidien, parce qu'il y a des jours où t'as la patate et t'y crois. Ce matin, j'avais un mail d'Axel Bauer. Je suis reparti. J'espère qu'en sortant de ce podcast, tu auras aussi une pêche. Non, mais moi, je suis bien avec toi là, ça se passe bien. Mais globalement, j'arrive à tenir la barque, beaucoup par rapport à ma femme, mes enfants et la bande d'amis là, Rock for Life. Et donc, je me projette pas des masses. Je fais chaque jour ce que je peux. Et en tout cas, mon ambition, c'est de récolter le maximum de fonds, c'est d'organiser des manifestations. Et quand je suis dans cette action, moi, ça me... T'es dedans, quoi. Ouais, je suis dans l'action, c'est ma thérapie. Je sais pas si je vais guérir un jour, pour être franc. Aujourd'hui, c'est mal barré. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a une lueur d'espoir quand même, on l'a évoqué en préparant. Ouais. La lueur d'espoir, elle est clairement sur l'IA, quoi. Voilà. C'est donc une nouvelle plutôt réjouissante, je vais te dire. T'as besoin de quoi aujourd'hui pour venir t'aider au sein de Rock for Life? Est-ce que tu as besoin d'aller recruter un nouvel artiste? Profitons-en, on va essayer aussi de faire bouger un peu les choses, à notre niveau en tout cas. Tu auras besoin de quoi là? On a besoin de faire connaître la maladie et l'association du coup. En fait, donc on a eu quelques articles, voilà, comme des journées comme aujourd'hui, c'est important, on relira le podcast
la presse régionale s'en est un peu emparée, mais c'est pas suffisant parce que tant qu'on parle pas de cette maladie, on n'avancera pas. Il faut faire de la pédagogie. Donc sur la communication, vous pouvez nous aider. Carrément. Dans les réseaux, on a tous beaucoup de followers autour de nous. Carrément, Donc il faut y aller, il faut poster. Moi, j'étais dans la communication et le marketing chez Orange. Donc je le faisais pour le boulot et là je perçois l'intérêt encore plus vital de le faire pour une maladie. Donc ça c'est important déjà, la communication. Et puis après, franchement, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues parce qu'on a besoin parfois d'un local, on a besoin de matériel, on a besoin de bénévoles. Donc on a un site qui s'appelle rockforlife.fr sur lequel on peut m'écrire, ou Charles de Lobel sur les réseaux, vous trouverez. Donc voilà. Et puis sur les médias, j'en parle de plus en plus parce que ce que je t'ai pas dit, Laurent, moi c'est hyper important et c'est comme ça qu'on va, je pense, grandir. C'est que c'est le président de Curie qui nous a formalisé ça. La semaine dernière, avec Axel Bauer et Norbert, on était là-bas avec Sarah Watson et si on avance sur cette maladie, qui est métastasée, comme tu l'as compris, on avance sur tous les autres cancers qui sont métastasés. Parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle n'a pas encore tout à fait compris le pourquoi de la métastase, en fait. Elle avance beaucoup sur les cancers localisés, et on le voit bien, on guérit de plus en plus sur le cancer. Il y en a de plus en plus, mais on guérit de plus en plus. En revanche, sur les métastases, ça reste très compliqué. Donc, si on avance sur le cancer primitif inconnu, c'est plus 7000 nouveaux cas par an, c'est 150 000 nouveaux cas par an en France. Et donc, la surface, entre guillemets... 150 000 nouveaux cas par an. Et donc, si on arrive, grâce à Rock4Life et au CPI, à avancer sur cette compréhension de maladie, on rebondit sur tous les autres patients. Et là, c'est plus un zénith. C'est énorme. Oui, c'est le Stade de France. Non, peut-être pas encore. Quoique, c'est 2-3 fois le Stade de France. 3 Stades de France. Ou non, 2, t'as raison. Mais donc voilà, donc communiquons. Si vous avez des contacts dans les médias, nous on est preneurs pour le faire savoir. Et puis venez à nos concerts surtout. Déjà, voilà. Donc le prochain concert, 26 avril, et celui d'après pour fêter les 1 an, le 14 juin. Au fameux Black Lab, à laquelle j'y serai évidemment. Bon, super. Pour finir, Charles, il y a un livre qui est sorti qui évoque les 5 regrets qu'on peut avoir dans une vie. Est-ce que au moment où on se parle, t'as un regret en disant merde, j'aurais peut-être dû faire ceci ou pas faire cela ou que sais-je? Alors c'est vrai que tant que t'es pas malade, tu vois passer beaucoup de sollicitations pour des associations, pour des dons. Ça passe, quoi. Mais qui passent, voilà, comme tant d'autres choses. C'est la bonne intention que tu saisis pas, pour laquelle tu vas pas au bout, quoi. Ouais, puis des fois tu dis, pourquoi je donnerais plus à ça qu'à ça? Et puis, du coup, tu fais rien. et puis, je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question, maintenant que je suis touché de plein fouet, j'essaierai d'être plus attentif. Enfin, c'est pas vrai, j'essaierai, maintenant je le suis. Ouais. Mais en tout cas, j'aurais aimé peut-être sans doute être plus attentif avant la maladie sur ces sujets-là, ouais. Bon. Merci Charles. Merci à toi. Merci d'avoir témoigné en fait à genoux à terre. C'est un exercice qui est, j'imagine, pas simple, mais tellement riche d'enseignements. J'ai juste envie de dire qu'effectivement, si vous voulez aider Rock4Life et l'équipe de Charles, n'hésitez pas à le contacter, à nous contacter pour mettre en relation. On est toujours à une main de quelqu'un, donc c'est assez intéressant. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, et puis merci à toi Charles, à bientôt. Merci. Salut.